Bien, bonsoir à tous. Je vous propose que nous ouvrions nos travaux. J'ai quelques excusés pour ce soir. Isabelle Chambérosset qui donne pouvoir à Isha Demonaz. Inès Souissi à Noir Kismoun. Bernard Gzell à Madame Baird. Véronique Fressard à Daniel Gauthier. Stéphane Pavier-Germanoz à Jackie Léger. Floriane Capellaro à Philippe Nivelle. Et René Chevalier à votre serviteur. Il nous faut des secrétaires de séance. Je vois que Philippe Nivelle est volontaire et que Madame Baird l'est également. Jackie Léger. Jackie Léger. Non mais moi je vous le propose dans les deux groupes. Après si vous ne voulez pas on prend dans le groupe majoritaire, ça ne me pose pas de problème. Hein. Ça vous va? Très bien, merci. Nous avons à approuver le PV du 27 septembre 2017. Est-ce qu'il y a des remarques? Il a été diffusé tardivement d'ailleurs sur les réseaux, mais diffusé tout de même. Et puis le PV écrit a été envoyé dans les formes et délais. Est-ce qu'il y a des remarques? On considère donc qu'on l'adopte en l'état. Je vous remercie. S'agissant des décisions, je me tourne vers Nathalie, mais il n'y en a pas rien à déclarer, j'ai envie de dire. Le premier rapport de ce soir est relatif à la mise en œuvre. Non, alors attendez. Avant d'ouvrir sur les rapports, je voulais vous proposer que nous puissions ajouter, si vous en êtes d'accord, un point supplémentaire qui est dans l'actualité et qui permettra du coup, avant que nous nous revoyions, on aura changé d'affectation, que nous puissions avoir une convention complémentaire, une extension, un avenant à la convention initiale sur l'occupation du CHU. Voilà, si vous le voulez bien, on peut aborder ce point. On peut d'ailleurs l'aborder dans l'administration générale après la convention de conseil architectural, si vous en êtes d'accord. Pas d'opposition. Je vous remercie. Le premier point est donc relatif à la mise en œuvre de la régie Moutier, Culture et Patrimoine. Cette régie est une régie à autonomie financière. Et nous y avons travaillé, alors en différentes... le son est mauvais ce soir, je ne sais pas pourquoi. En différentes étapes, avec Noir et Florence sur les aspects, on va dire, juridiques et financiers de cette régie, de ce projet de régie, sur les aspects du fond de la culture et du patrimoine avec Jean-Charles Massiago. Et nous avons bordé l'ensemble des sujets qui composent la convention auprès de notre conseil, Éric Landau. Donc on peut considérer qu'à ce stade, nous sommes sur une forme aboutie et vérifiée et contrôlée de la manière avec laquelle cette régie autonome peut se mettre en place. Donc s'agissant de son nom, vous avez vu Moutier, Culture et Patrimoine, ce qui embrasse l'ensemble des thèmes qui sont abordés dans le cadre de cette régie et des services qui sont mis en œuvre. Alors, on a déjà eu l'occasion d'arrêter les projets de statut. Ça nous renvoie à notre conseil municipal du 15 juin dernier. Nous avons sollicité le comité technique. Nous avons sollicité les services fiscaux s'agissant du non-assujettissement à la TVA. Et nous nous inscrivons, vous le savez, dans les dispositions de la loi NOTRe, lesquelles dispositions ont d'ailleurs été complétées par la loi Montagne à la fin de l'année 2016, le 28 décembre, pour être complet. Voilà. Donc, ce qui nous est proposé ce soir, c'est de décider de la création et de la mise en œuvre opérationnelle d'une régie à autonomie financière avec échéance au 1er janvier 2018. Alors, on a eu l'occasion d'évoquer plusieurs possibilités calendaires quant à la mise en œuvre. On était dans un premier temps sur une échéance que nous avions imaginée à juillet 2017. Et puis nous avons évoqué courant juin plutôt une échéance à horizon d'octobre 2017. Et chemin faisant,
au cours de l'été, nous nous sommes dit qu'il semblait plus prudent et plus simple de démarrer au 1er janvier 2018 pour que les exercices comptables soient sur des années civiles. Et je pense que chacun autour de la table aura compris l'intérêt de cette démarche. Il n'y a pas de difficulté auxquelles nous ayons eu à nous heurter sur la période de juillet à octobre, mais tout simplement cette simplicité d'être sur l'année civile. Voilà. On propose donc la création d'un budget annexe à autonomie financière, respectant la nomenclature M14. On propose à ce stade une dotation initiale, et j'insiste sur la notion de initiale, et avec Jean-Charles, nous y avons d'ailleurs retravaillé avec Jean-Paul ces derniers jours, pour un montant de 160 000 euros. Je crains que cela ne suffise, mais c'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une dotation initiale qui nous permet d'envisager nos exercices notre exercice 2018. Non, entre le 1er janvier et le vote du budget. Oui, entre le 1er janvier et le vote du budget. Mais en tous les cas, à ce stade, ça nous permet d'avoir une perspective, c'est ce que je voulais dire, d'avoir une perspective. De prévoir la création, dans le même calendrier, d'une régie d'avance et d'une régie de recettes. C'est conforme d'ailleurs au statut de l'établissement. De la reprise par la régie, des différents contrats de l'EPIC, en tous les cas pour ceux qui concernent le centre culturel, puisque les autres contrats qui concernent plutôt la compétence tourisme sont eux-mêmes repris par la régie qui s'appelle Moutier, Cœur de Tarentaise Tourisme, autant que je me souvienne. Voilà. Et puis d'autoriser évidemment le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la délibération et en tous les cas des décisions que je vous invite à prendre. Est-ce qu'il y a des éclairages complémentaires? Je vois que Florence a des choses à nous dire et des questions. Voilà. Non, simplement, hier, on est allé voir le trésorier. Et en fait, au niveau de la dotation initiale, on voudrait corriger la convention en notant en fait, qu'on la verse en 4 fois. C'est pour des problèmes de trésorerie. Parce que sinon, en fait, ça va grever notre trésorerie. Et comme c'est un budget autonome, l'argent est bloqué sur le nouveau budget. Et donc, nous, cette dotation, elle sort de notre trésorerie. Alors, pour que ce soit plus simple, on propose de modifier la convention et de faire ce règlement en 4 fois. Donc, effectivement, alors j'avais pas ça en tête, mais c'est finalement ce que nous faisions déjà avec les PIC. C'est-à-dire qu'on a des versements qui sont fractionnés, ce qui permet de ne pas avoir en une fois la totalité de la charge décaissée sur le budget de la ville, tout simplement. Donc effectivement, on propose qu'on adapte cet élément de forme dans notre budget. D'autres remarques, Philippe? Oui, 2 questions, Fabrice. Lorsque l'on crée cette régie de recettes, est-ce que, je ne me souviens plus les règles, est-ce qu'on a à nommer le régisseur de cette régie de recettes ou c'est directement sous l'autorité du maire? Je ne me souviens plus. Hein. C'est un arrêté. En fait, oui, je vois où Noir veut en venir. Et on a besoin d'apporter une petite précision. En réalité, aujourd'hui, on parle de la forme juridique. Voilà. La forme juridique que nous avons retenue avec nos conseils, et je crois qu'on l'avait dit au mois de juin, mais je vais le rappeler ici parce que c'est vraiment très très important. On avait plusieurs possibilités s'agissant de la forme juridique de l'établissement. Ça pouvait être une association, ça pouvait être un EPIC, ça pouvait être diverses choses, dont une forme juridique qui s'appelle la régie à autonomie financière. Mais quand on a créé la régie à autonomie financière, on a créé un établissement seulement. Et l'établissement, conformément aux statuts d'ailleurs qui ont été adoptés en juin. Parallèlement à ça, et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans les attendus du rapport, c'est que nous allons, parallèlement à ça, plutôt de manière complémentaire à cela, créer une régie d'avance et une régie de recettes. Mais qui, pour le coup, sont des régies au sens où on les entend d'habitude, alors que la forme juridique de l'établissement s'appelle une régie, ce qui peut prêter à confusion, qui s'appelle une régie à autonomie financière. Voilà. Voilà. Donc Philippe, ta question, elle est en 2 temps.
Ce soir, on ne nomme pas un régisseur. Ce soir, on crée un établissement qui est conforme au statut que nous avons adopté en juin dernier, c'est-à-dire un établissement qui s'appelle Régie à autonomie financière, Moutier, Culture et Patrimoine, qui est doté d'un directeur, qui est doté d'un conseil d'exploitation. Et nous allons, dans un temps complémentaire, et je crois sur la base d'un arrêté, nommer, comme on le fait d'habitude, un régisseur d'avance et de recettes, mais qui du coup est une personne physique rattachée à l'établissement éponyme. Oui. Deuxième question. Il me semble que lorsque l'on avait, pour le précédent Office du tourisme, donc fait les versements en 4 échéances, nous avions eu à préciser les dates sur lesquelles on faisait ces 4 échéances. Alors, je ne veux pas pointilleux, mais simplement que peut-être qu'il conviendrait de dire c'est en début de trimestre, en termes échus, j'en sais rien, mais... En fait, les versements, ils se feront, de toute façon, un premier versement sera début janvier, puisqu'ils ont une autonomie financière, donc si jamais ils ont des dépenses à faire le 10 janvier, ils n'auront pas d'argent. Donc on se propose de le faire tous les débuts de trimestre, au moins pour la première année. Et après, voilà. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet? Je vous propose donc que nous passions aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons, en deuxième rapport, une convention de prestation de conseil architectural et d'urbanisme. Peut-être, Philippe, tu souhaites rapporter sur ce point, qui est très administratif, mais qui concerne quand même d'abord l'instruction des dossiers. Michel. Bien, il s'agit d'une convention de prestation de conseil architectural et urbanisme. Comme vous savez, Sarah Jugan est déjà, on a déjà délibéré une convention l'année dernière de 2016 à 2017. Donc là, on se propose de faire quelques aménagements. Donc, Monsieur le maire rappelle la convention signée avec Madame Sarah Jugan suite à la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2016 pour une prestation de consultante architecturale, conseil en urbanisme et accompagnement des pétitionnaires. À l'issue de la première année d'exercice de cette nouvelle organisation, le bilan tiré est favorable et il convient de passer un avenant pour adapter l'organisation autour de 2 temps, plus en conformité avec le constat des besoins et de la réalité aujourd'hui. Une permanence maintenue le mardi matin, c'est ce qu'elle fait depuis 1 an, et une plage de travail le vendredi pour faciliter le traitement administratif des dossiers en lien et le lien avec les différents services partenaires de la collectivité. Je ne vais pas vous lire toute la convention. Mais à la fin, vraisemblablement, il doit être indiqué qu'on autorise le maire à signer cette convention. Merci. On est donc dans le prolongement de ce qui a été mis en place. Jackie, je vois que tu as une question. Juste pour savoir si le taux horaire fixé a été changé ou si c'est le même que l'année dernière. Il me semble que c'est le même. Enfin, oui, c'est le même. On est plus dans une adaptation, on va dire par expérience, du travail qui est nécessaire. Les conditions financières restent les mêmes, elles sont étendues en conséquence du travail supplémentaire. D'autres questions, Philippe et Madame Baird? C'est vraiment une remarque pointillée. C'est dans la rémunération, je vois, sur des dossiers de faible importance. Alors, laissons-le pour cette année, mais je pense que si c'est reconduit pour 2019, peut-être que de faible importance... Il est où celui-là, tu dis? C'est en dernière de la page 3. Dossier de faible importance, un permis de construire, c'est important pour une commune. Enfin, je ne veux pas, je veux pas être titilleur, mais... Considérons. Madame Baird. Voilà, j'aurais souhaité savoir quel était le coût mensuel et annuel des prestations de Madame Jugan, pour avoir une idée, et notamment le montant des frais de déplacement qui est stipulé à l'article 4, le chiffrage. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui?
Alors sur les frais de déplacement, il n'y a pas je veux dire, on a une prestation qui est inclusive des frais associés à la prestation. Voilà. Et le coût mensuel, Philippe, moi j'aurais du mal à répondre sur cette affaire. Je dirais, on doit être entre 1000 et 1200 euros. J'avais de tête, mais je peux me tromper, j'avais un 16 000 annuel. Oui, c'est ça. On est à peu près dans la maille quand on vous dit ça. Oui, on vous écoute, oui. Voilà. Non, parce que je m'interrogeais sur sur les services rendus. Ça me paraissait assez élevé comparativement pour 5 heures de travail par semaine à peu près, hein, c'est ça ça me paraît élevé par rapport à ce que l'on avait précédemment, c'est-à-dire un ingénieur territorial qui assumait un certain nombre de prestations, comparativement à quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine et cette personne qui a un contrat pour 5 heures, on n'a pas du tout les mêmes services, et, bien sûr. Donc je me demandais où était l'économie à un moment donné. Alors moi je vous confirme que c'est pas le même service, et ça vous avez raison, et je vous confirme absolument que c'est pas le même service, ça c'est sûr, mais ça c'est sûr, c'est pas le même niveau d'expertise. Philippe Mosca. Oui, moi je voudrais juste insister, effectivement c'est pas le même nombre d'heures, eu égard à l'agent qui était avant, le traitement des dossiers est totalement différent, c'est-à-dire que les dossiers sont pris à la base. C'est-à-dire que tout pétitionnaire, même quand il veut venir déposer son dossier, et il y a quand même un conseil qui fait que ça évite au pétitionnaire de revenir une deuxième fois, une troisième fois. Et pour les services, je dois dire que c'est quand même assez agréable parce qu'au lieu de faire des lettres de relance pour indiquer que il manque des pièces et qu'il faut un délai supplémentaire, et qu'il manque des pièces et qu'il faut un délai supplémentaire, là les dossiers sont traités directement avec Madame Jugan. Et je pense aussi pour ceux qui viennent, c'est quand même beaucoup plus agréable parce que comme ça du premier coup, ils ont quasiment leur dossier qui est ficelé, quoi. Et ça c'est quand même très agréable, quoi. Très proche avec la police municipale. Des problèmes au niveau du domaine public, etc. Il y a une vraie collaboration, même si c'est un agent extérieur, on peut le qualifier comme ça, à la collectivité, il y a une véritable collaboration entre Madame Jugan et l'ensemble des services. Et d'ailleurs, elle est là une fois par semaine pour l'instant, elle sera là avec un temps complémentaire après notre décision, mais en réalité, il n'y a pas d'arrêt dans le fonctionnement. C'est-à-dire que les dossiers, les réponses aux messages, tout ça continue tout au long de la semaine. C'est des temps de présence et de rencontres faciales qui sont organisées par deux fois dans la semaine désormais. Mais voilà, en tous les cas, on peut vous dire par expérience que on n'a pas de regrets sur les choix qui ont été faits. Je regarde Philippe Mosca qui opine du chef. On n'a pas de regrets sur la manière avec laquelle les choses sont opérées. Tant sur l'accompagnement des pétitionnaires, comme vient de le dire Fabienne Astier, que sur la préinstruction des dossiers ou l'accompagnement, moi je suis pas là à chaque fois, mais je sais comment les choses se passent, l'accompagnement au sein de la commission d'urbanisme. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il nous arrive de solliciter sur pardon Philippe pour le côté subjectif, mais pour des petits dossiers, il nous arrive aussi de la solliciter, des petits dossiers de la collectivité, où on lui demande de nous accompagner dans une approche au moins d'une première esquisse, d'un avis éclairé, d'experts, et vraiment tout ça est très très appréciable. Y compris d'ailleurs, on peut le dire, pour être complet, dans la relation avec les partenaires extérieurs, où ça marche très très bien. J'allais dire avec les ABF. Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien, y compris avec le service instructeur, etc. Voilà. Oui, allez-y, madame. Oui, bon, je ne mets nullement en doute ses compétences en matière d'urbanisme. Non, je m'interrogeais seulement... C'était pas un jugement de valeur, je vous coupe, pardon, mais ma réponse n'était pas un jugement de valeur au regard de votre interrogation, mais était vraiment un retour d'expérience pour vous dire que la décision, elle pouvait interroger au moment où elle a été prise. Aujourd'hui, sur le fondement de ce qu'on vit depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est une véritable réussite. Oui,
Bon, je n'en doute pas. Mais bon, donc je m'interroge, c'était sur les tâches qui incombaient avant à l'ingénieur territorial et qui maintenant sont assumées par qui? Des tâches en dehors de l'urbanisme. Vous voyez, par exemple, dans la définition de la mission que vous avez donnée à Madame Jugan, on parle de sensibilisation en matière d'aménagement de l'espace, du paysage. Bon, ça peut être aussi des problèmes de sécurité, enfin bref. Qui est-ce qui assure ce genre de mission maintenant? Est-ce qu'il y a des gens suffisamment compétents pour les assurer à la mairie aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous évoquez, et je le dis sous le contrôle de Philippe Mosca, qui me complétera. Il y a d'abord ce que nous faisions et qui n'était pas de notre ressort. Et sur ce sujet-là, nous avions besoin de remettre de l'ordre dans nos organisations. C'est désormais chose faite après quelques mois de stabilisation. Je pourrais vous citer par exemple les aspects d'accessibilité PMR sur lesquels nous sommes allés au-devant et au-delà de ce que l'État attendait des collectivités. Nous l'avons fait. Désormais, les choses sont calées et nous avons des partenariats avec la CCI dans le cadre d'une convention qu'on doit signer d'ailleurs tout prochainement, je crois, avec Activalet. Et donc, les choses de ce côté-là fonctionnent. Sur les aspects d'urbanisme, sur les aspects d'aménagement du territoire, il se trouve que nous sommes dans une période qui est plutôt choisie avec le plan local d'urbanisme, avec les différentes démarches qu'on a pu mener sur des sujets, des projets prospectifs, où nous avons eu la chance d'être entourés d'experts, Pierre Belliris en fait partie, que l'on mobilise autant que de besoin, mais pas plus, sur les dossiers qui sont en cours. Et puis, il y a tous les aspects opérationnels que nous faisons aussi en lien avec nos services, avec nos agents de là ou des collectivités dans le cadre des mutualisations que nous pourrons avoir avec les collectivités voisines, et qui font qu'aujourd'hui, finalement, on ne sollicite que ce qui est nécessaire à la conduite de nos projets, à la conduite de nos dossiers, et on ne s'interdit pas non plus, le cas échéant, d'avoir recours à un prestataire, mais qui sera du coup l'expert du sujet sur lequel nous travaillons. La difficulté de travailler avec des généralistes, c'est qu'ils sont généralistes. Et que quand on a fini d'essorer le généraliste, on est obligé de solliciter l'expert derrière. Eh bien aujourd'hui, on procède d'une autre manière, on fait ce qui est réellement de notre ressort, on conduit nos projets avec des services à l'interne qui vont un peu plus loin que là où ils allaient avant. Et on sollicite l'expert dans le domaine précis que nous souhaitons le moment venu. Philippe, je ne sais pas si tu veux compléter. La chose que je pourrais dire, mais c'est plus, je dirais, mon avis peut-être partial, mais je trouve que on associe plus la préparation, les services. Par exemple, il y a un agent qui est maintenant véritablement en charge de tout le traitement administratif qui faisait un petit peu défaut par le passé. Alors, pourquoi faisait défaut, j'en sais rien, mais on était parfois en retard, parfois on n'avait pas les bons documents qui étaient présents, donc là maintenant on note une amélioration, enfin très simple, très bien quoi. Enfin, moi je le vois, les préparations des commissions d'urbanisme, Madame Jugan, enfin je l'ai fait avec elle quoi, mais elle a déjà préparé le dossier en amont avec Madame Bauer, pour pas la citer. Donc, et ça, c'est quand même très bien parce que ça permet de venir avec déjà un avis, de proposer à la commission de discuter sur les différents dossiers. Et de ce point de vue-là, moi, je la trouve très plaisant. Mais d'une manière générale, pour être plus précis, Madame Baird, vous le savez, on a entrepris maintenant, il y a des mois, voire une année, une réorganisation de ce service avec alors des missions qui ont été dispatchées, pour parler bien français, mais l'intérêt, on en a déjà parlé autour de cette table, de la démarche, ça a été de faire une réorganisation participative. C'est-à-dire que où sont passées les missions ? Eh bien, là où les agents ont voulu les accepter. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les agents sont venus nous voir avec des vraies propositions
Et que, à la suite, donc, ils ont rencontré Philippe, ils ont rencontré le maire, on en a parlé, débattu, tranché, et c'est aujourd'hui l'organisation qui a été mise en place. Et c'est pas commun de voir des agents dire « Moi, je veux me spécialiser dans tel domaine, je veux travailler désormais dans tel domaine. » Et quand on fait des évaluations de cette réforme-là, globalement, les agents sont satisfaits. Donc c'est plutôt une réussite. Et je vais vraiment dans le sens de ce qui a été dit de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Madame Baird? D'autres questions autour de la table? Je vais donc mettre le rapport en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. On en vient au point complémentaire qui est une convention, enfin un avenant à la convention d'occupation du CHU dans le cadre de l'accueil des migrants. Il était convenu dans la première convention qu'ils quitteraient les lieux le 30 septembre. Ils sont restés dans les lieux jusqu'au 14 octobre. Jusqu'au 20 octobre, pardon. Jusqu'au 20 octobre, qui est le temps de remise en préparation maintenant du centre d'hébergement d'urgence pour sa mission première, c'est-à-dire l'accueil des saisonniers. Cet accueil complémentaire s'est fait évidemment en plein accord avec la collectivité et désormais le centre est libéré, il l'est depuis aujourd'hui. Alors on peut encore croiser quelques-uns des hébergés de l'époque qui sont aujourd'hui dans une situation où ils ont obtenu une situation qui leur permet d'être en dehors du centre et dans une situation plus stabilisée sur le territoire national, Aïcha. Et ils sont au nombre de 4, je crois, dans cette situation. S'agissant de l'ensemble des autres, arrivés depuis le départ ou arrivés en cours de route, eh bien, ils sont réorientés vers d'autres destinations ou vers d'autres centres en fonction de leur situation respectives. Voilà, donc cette convention, cet avenant à la convention n'a que pour objet unique de décaler la date de libération des lieux, le porter du 30 septembre au 20 octobre. Noir. Entre les débats qu'on a pu avoir autour de la table au moment de l'arrivée de ces personnes à Moutier, et aujourd'hui on peut quand même dresser le bilan que globalement ça s'est très bien passé, qu'on a des personnes qui sont dans la situation qu'on peut imaginer, que la population a très bien réagi, que les associations se sont fortement mobilisées, qu'il y a vraiment eu des messages vraiment qui sont passés de toutes parts, des deux côtés. Et pour tout vous dire, à ma grande surprise, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question, on en a parlé quand monsieur le sous-préfet est venu autour de la table, vous rappelez des interventions qui ont pu avoir lieu autour de la table, à propos notamment des équilibres d'une commune, d'un territoire, voilà, et quand on a des migrants, ça véhicule toujours un peu des fantasmes, et que finalement, oui, ces fantasmes sont tombés, qu'il y a eu un incident à ma connaissance, mais c'était au tout début. Un épiphénomène. Mais alors, oui, enfin, on peut même pas caractériser ça d'incident, mais que globalement, ça s'est très bien passé, que la SASSON a fait son boulot, hein, et l'a plutôt bien fait, et que, bon, moi, le bilan est positif. J'ai eu à de nombreuses occasions, comme vous, hein, ici autour de la table, d'aller les voir, d'aller discuter avec eux, de me poser dans le parc, pour essayer de parler, alors plutôt en anglais, pas en français malheureusement, même si certains me disaient qu'ils étaient en cours d'apprentissage, voilà, c'est le terme que je cherchais, de la langue française, et que, bon, voilà, les fantasmes sont très, très, très vite tombés, et qu'on avait en fait en face de nous des personnes comme vous et moi. Voilà.
Juste pour terminer, si tu permets, Fabrice. Donc, dans les informations qui viennent de vous être données, l'assassin a pu accompagner 4 personnes qui restent vivre à Moutier. Nous avons un jeune Afghan pour lequel la commission logement a accompagné et aidé pour qu'il puisse avoir un hébergement au foyer logement de la Chaudane, avec une autorisation spécifique, évidemment, compte tenu de sa situation de l'OPAC. Nous avons 2 autres jeunes qui, eux, sont logés colocataires d'un appartement qui est au diocèse, et le 3e étant logé dans le privatif. Donc nous avons effectivement dans notre ville 4 personnes qui ont souhaité désirer vivre à Moutier, ce dont on trouve que c'est parfait. Oui. Sur les autres, on sait vers quelle affectation ils sont partis. Oui. Elles sont diverses et donc on n'a pas de vision d'ensemble. Daniel, oui. Oui, effectivement, effectivement, il y a eu une bonne ambiance au niveau du groupe là. Bien, les relations ont été très bonnes, etc. Par contre, ils étaient quand même dans un CHU assez exigu pour vivre 3 mois. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à avoir une bonne ambiance. Mais donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a été étonné aussi qu'on n'ait pas eu la possibilité de les loger ailleurs, c'est-à-dire à la Chaudane. À la Chaudane, donc, d'autant plus qu'il y avait des chambres qui ont été aménagées en juin 2016 pour donc les lycéens majeurs. Comment ? C'est comment ? Non, moi je peux donner une réponse là sur ces éléments. D'abord pour ces 2 chambres qui ont été aménagées. Les chambres. Ah oui, non mais 2, oui. Oui, les 2. Mais en tous les cas, il n'y a pas eu l'aménagement que nous avions envisagé en 2016 pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de demande. Contrairement à ce que les familles semblaient dire, il n'y a pas eu de demande pour héberger les lycéens. Donc le projet n'a pas été mené. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question, elle s'est posée, mais elle s'est très peu posée en réalité, du maintien dans la situation actuelle. Parce que, tout d'abord, il y a, dans ce qui a très bien fonctionné à Moutier, le fait que c'était dans un centre. Et compte tenu des situations qu'ils ont pu vivre, et vous êtes allé au contact et vous savez très bien ce que je veux dire, on a pu rencontrer par moments des difficultés, j'irais jusqu'à dire de ressort psychologique, compte tenu des situations très difficiles par lesquelles ils sont passés. Et l'intérêt du fonctionnement avec le centre, c'est que ça permet d'avoir une vision transversale de la manière avec laquelle les choses évoluent, et d'avoir un regard aussi sur le fonctionnement d'ensemble de ces équipes. Et d'un commun accord, il y a eu une recherche plutôt de centre, plutôt que d'appartements diffus. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs, sans que les choses soient plus compliquées que cela, à ce que l'assassin et les services de l'État, je pense au DDCSPP notamment et aux services préfectoraux, prennent une autre orientation. Voilà. C'est le sens de ce qui a été fait. Voilà. Si je peux me permettre. Comme vous le savez tous, je loue un parking au diocèse et je ne suis pas sûre qu'ils auraient été mieux ailleurs. Parce que franchement, ils se sont fait des barbecues le soir, ils ont profité du parc, de la petite pelouse en hauteur, etc. Ils étaient vraiment... Je pense que, bon, dormir, c'est une chose, mais en termes de... Je pense pas qu'ils auraient été mieux à la Chaudane. Hein. Là, ils se sont fait des barbecues, ils ont eu même des gens de l'extérieur qui venaient participer à leur barbecue, etc. C'était beau de les voir vivre comme ça. Hein. Et toujours très correct. Hein. Vous arriviez, vous aviez le coffre de la voiture chargé, ils venaient vous demander s'il y avait besoin d'aide. Ils ont été vraiment très, très bien. Non mais globalement, le CHU était, je pense, un lieu intéressant, adapté en tous les cas à cette activité. Après, l'engagement qui était celui de la collectivité a été tenu, puisqu'on nous a demandé d'accueillir
sur une période donnée. On a accueilli pour la période donnée. On a accompagné autant qu'il était possible qu'on le fasse. Et les associations ont été pleinement mobilisées, comme l'a rappelé Noor Kismoun. Et quand il y a eu besoin d'avoir 15 jours de plus, bien évidemment qu'on a accédé aux 15 jours de plus. Et voilà, donc je pense que la collectivité a été au rendez-vous de la mission qui devait être la sienne. Et en tous les cas, en Tarentaise, nous sommes les seuls à pouvoir le clamer. Et on est arrivé au bout de cette période avec un autre choix qui a été fait par les services de la DDCSPP, par les services de l'État d'une manière plus générale, et opéré par la SASSON qui a donné satisfaction, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit, dans ces quelques mois d'occupation. Voilà. Une précision quand même au niveau de la Chaudane, il s'agit du foyer là où il n'y a pas de logement. C'est des chambres qui ont été aménagées. Il y a 2 chambres qui ont été aménagées, plus un autre local pour recevoir le surveillant de nuit de la SASSON. Donc ce sont les parents finalement des élèves du lycée majeur qui ont refusé en quelque sorte. Donc c'est ça que je voulais préciser. Et je pense que là-bas, il y avait quand même plus de précision. C'est vrai qu'il n'y a pas la verdure de la pelouse comme Madame a signalé tout à l'heure. Mais... Bien, nous en venons donc à ce rapport qui est un avenant à la Convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et je donne la parole à Noor Kismoun pour un point relatif aux ressources humaines. Alors, merci. Toujours notre service commun entretien ménage bâtiment, pour lequel on vous sollicite pour supprimer un poste d'adjoint technique à temps complet de 24 heures et pour l'augmenter à 35 heures. Donc là, il s'agit de... c'était l'objectif du service commun. L'objectif, c'était de proposer aux agents une extension de leur temps de travail et donc passer d'horaires mi-temps, 2 tiers-temps à des horaires à temps complet. Aujourd'hui, on y arrive, j'allais dire enfin, parce que l'agent était en forte demande depuis un certain nombre de mois et d'années. Et aujourd'hui, on y parvient. Donc c'est ce qui vous est aujourd'hui proposé d'approuver dans le cadre de la convention de service commun. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairage sur ce sujet? Pas forcément. On va donc mettre le rapport en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci pour l'agent. Le point numéro 4 de notre ordre du jour est relatif à une demande de subvention auprès de la collectivité régionale dans le cadre de la mise en place de vidéoprotection. Philippe Soublin va nous rapporter cela avec la demande de subvention, bien sûr, mais peut-être en rappelant l'esprit dans lequel nous avons installé 15 premières caméras et que nous projetons maintenant, enfin nous projetons d'ailleurs très rapidement, d'en installer 11 supplémentaires. Pardon. Non. Pardon. Alors, monsieur le maire rappelle que la mise en place de la vidéoprotection est un engagement fort de la municipalité. Il rappelle que le travail de prévention de la délinquance et de résolution des crimes et délits est facilité par cet outil devenu indispensable en milieu urbain. On en reparlera à la fin. Il rappelle la démarche de projet engagée avec Philippe Soublin, moi-même, et qui a envisagé différents scénarios de maillage et de matériel en parfaite concertation avec les services de gendarmerie, la police municipale et les acteurs locaux les acteurs de la commission locale de sécurité. Il précise que lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2015, le projet était présenté. Le budget primitif de la ville a ensuite intégré lors de la séance du 13 avril 2016 un investissement à hauteur de 40 000 € pour l'exercice 2016. Une extension a été décidée en 2007 pour un montant de 15 573 € hors taxes. Une demande de subvention au titre du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, avait été réalisée et avait reçu une réponse défavorable pour la tranche 1 de la vidéoprotection. Parallèlement à l'élaboration d'un dossier technique et financier destiné au service d'État, il est désormais proposé au conseil municipal de solliciter forcément l'attribution d'une subvention maximale au conseil régional dans le cadre du programme d'action pour améliorer la tranquillité publique. Cette extension concerne 11 caméras, dont on retrouvera le détail dans le document joint,
il est en outre proposé au conseil municipal de donner mandat au maire pour finaliser le dossier technique, urbanistique et administratif en lien avec les services instructeurs de l'État et les opérateurs d'étiers. De même, le maire sera chargé de lancer les consultations en vue d'assurer la fourniture du matériel. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à solliciter la subvention maximale auprès du conseil régional pour la mise en œuvre du programme d'équipement de l'année, à savoir 15 573 € hors taxe d'équipement en caméra de vidéoprotection. Et donne mandat au maire pour finaliser des dossiers d'autorisation et de subvention et pour mettre en œuvre l'équipement budgété en 2017. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les caméras? C'est que ça va faire donc depuis 10 mois qu'on a installé les caméras et que ça a amené, peut-être pas pour l'instant vraiment au niveau prévention, même si les gens commencent à savoir que, entre guillemets, la ville possède des caméras et donc peut-être repousse les gens d'aller faire des bêtises ailleurs. Mais d'un point de vue purement judiciaire, a permis aux autorités comme la gendarmerie de résoudre des affaires et d'amener des véritables éléments sur certaines affaires qui, à la base, sans caméra, on ne les aurait pas eu. Du style des numéros de voiture, des visages qu'on a pu reconnaître, etc., qui ont pu déterminer, etc. Comment ? Et on n'en dira pas plus. Et on n'en dira pas plus. On n'a pas le droit. Voilà. Donc, les 15 premières caméras avaient amené une certaine, un espèce de petit maillage sur l'intérieur. Les 11, et avec le déplacement de plein d'autres caméras, vont nous permettre de vraiment, centrer certains endroits, certains quartiers. Donc on a mis en valeur avec la gendarmerie et la police municipale, où on sait que ça bouge un peu trop et que derrière ça amène soit des délits, des crimes, pas encore, mais juste moyen, mais surtout la tranquillité publique qui peut être troublée. Dernièrement encore, samedi dernier, mercredi dernier, on sait que ça a pas mal bougé dans Moutier la nuit, et grâce aux caméras, ça permet tout simplement aux forces de police d'aller jeter un œil, récupérer des numéros de voiture, récupérer des visages, récupérer un tas de choses qui derrière peuvent amener des résolutions d'enquête. Voilà. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet important? Philippe? Oui, une question sans rentrer dans les détails. Lors de l'incident sur la place des Victoires, il y a quelques semaines en arrière, et lors de l'incident sur la place Lingot, est-ce que les caméras ont pu être utiles dans les enquêtes? Alors les caméras ont été utiles dans les deux cas. On n'a pas de caméra qui était en vue directe sur ce qui s'est produit. En revanche, on a des caméras dans l'environnement des deux événements en question, ce qui a permis une résolution dans les deux cas de ces affaires, au moins pour partie. Et la vidéo nous a aidés, bien sûr. Bien sûr. Daniel, tu as une question ? Oui. Parce que là, on avait ça en noir et blanc, on ne voyait pas bien, mais les déplacements des caméras, là, ça concerne quoi? On déplace les caméras, là. Il y en a deux endroits, là. Alors, Philippe Soublin va répondre dans le détail, parce que en fait, quelques éléments de contexte, et Philippe, tu donneras les détails. Sur les éléments de contexte, on a commencé par une installation de 15 dispositifs, et on a essayé de balayer le plus large avec un minimum de dispositifs, parce qu'il y avait un besoin de pouvoir frapper un maximum tout de suite. On rentre maintenant dans une densification de notre système. On le fait conformément au diagnostic qui a été élaboré en amont de l'installation des caméras, et on le fait aussi au regard des expériences qu'on peut avoir avec notre premier réseau. Et donc c'est pour ça qu'il y a des caméras qui sont déplacées ou qui sont adaptées en fonction des situations rencontrées. Philippe. Ouais, donc en fait, sur la première partie, quand on l'avait posé, on avait vu certaines choses, et puis on se rend compte que il y a des choses qui nous échappent. Et donc, en déplaçant les caméras et en leur positionnant d'autres, on arrive à avoir, une vision totale des choses, un petit peu de ce qui va se passer au niveau, de la gare, ou par exemple au niveau du collège ou du lycée, où on va avoir une vision à peu près correcte de tout ce qui se passe dans ces alentours. Ce sont quand même des endroits où, malheureusement, ça bouge beaucoup.
et que ça amène pas mal de problèmes. Donc un maximum d'informations recueillies permettra un maximum de résolution d'affaires derrière, et puis une prévention, parce que à force ça va se dire, et ça se dit déjà, qu'il faut faire gaffe parce qu'il faut faire pas être dans l'axe de la caméra, etc. Mais à force d'avoir plein de caméras, au bout d'un moment ils se font avoir. Et dans les dernières affaires, même s'ils ont peut-être évité la caméra au départ, il y a un moment ils sont passés dans la caméra avec leur voiture, ou eux-mêmes ils ont couru dans un sens ou un autre, et puis voilà. Et puis il suffit de faire un arrêt sur image, il fait un beau sourire à ce moment-là, on fait une belle photo, on agrandit la photo, et maintenant on est quand même dans les services, il y a les experts à la télé, vous connaissez tous, hein. Et c'est à peu près ça maintenant, il ne faut pas croire que c'est que les Américains sont très forts là-dessus. Nous Français on est hyper forts là-dedans, et des documents qui peuvent être transmis sur la région parisienne avec des photos qui sont peut-être basiques, et qu'on arrive là-dessus à reconnaître des gens. Voilà. Alors ça ne marche pas tout le temps, hein. On voit, je reprends l'affaire de Maëlys, c'est compliqué, même si aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu sur cette affaire-là, ils ont quand même récupéré des photos où il y a une forme blanche à l'avant de la voiture. Donc peut-être que, voilà, et c'est grâce à la vidéoprotection. On nous dit qu'en 2017, il y aurait 11 caméras, j'en vois juste 9, moi, sur le plan. Verte, hein. Verte, hein. Non, mais comment dire... alors moi sur le parvis de la gare, 4 chemins j'en ai 4, route de cours, une caméra qui filmera la rue de la sous-préfecture, donc le bas de... C'est les deux qui sont en bas, voilà. Les deux qui sont avenue de la Libération au niveau du, du carrefour de l'Europe. Voilà. Daniel, il y avait encore une question, je crois. Oui. Par rapport au café des Trois-Vallées, là, parce qu'on le déplace, mais il y aura toujours des recoins qui ne seront pas observés. Alors, il y a une évidence, c'est que en peu de temps, on ne pourra pas tout couvrir. Moi, ma volonté, c'est que chaque année, on soit en capacité de mobiliser de l'investissement sur la vidéoprotection, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Je vous rappelle qu'on part de rien, à l'exception du parking souterrain, mais que désormais, d'ici la fin de l'année 2017, on aura 26 caméras. Donc, un taux de couverture à l'échelle de notre centre-ville qui est déjà pas mal. Il faudra encore le densifier, on le fera, mais tout en le densifiant, il faut qu'on ait l'humilité d'accepter qu'on ne pourra pas couvrir chaque recoin de la commune. C'est impossible. Une autre question technique, là. On a une caméra dans le haut de la grande rue. Et on nous a dit qu'on pouvait observer, remarquer les numéros de voitures jusqu'au chemin des au carrefour des 4 chemins, pardon. Et donc là, je vois qu'il y a 4 en vert de prévus. Là, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, et Philippe Soublin va dire ce qu'il en est, mais vas-y. Non, juste pour dire que sur celle qui est en haut de la grande rue, c'est une caméra qui est mobile et qui fait un balayage, d'accord. Et qu'en bas de 4 chemins, on va mettre des caméras fixes, d'accord. Ok. Voilà. Comme ça va balayer les 4 chemins. Comment? Ça coûte cher. Non, moins cher. Moins cher. C'est plus un choix, pas financier, même si on a fait attention et on a réussi à tirer les prix, mais surtout de facilité en couvrant parce qu'une caméra mobile, elle est mobile, donc elle va balayer. Et à un moment, peut-être chose va échapper. Quand on a une caméra fixe à un endroit, on est sûr qu'on va pouvoir choper l'information qu'on veut. Oui, voilà, il y a un vrai choix stratégique qui est mis en place. Hein. Et ce choix stratégique, il peut être basé sur plusieurs affaires. Mais la stratégie, elle n'est pas d'abord financière. On parle de sécurité des personnes, notamment. Et quand on parle de sécurité des personnes, c'est pas le coût d'une caméra qui fait la différence. Un dôme, c'est-à-dire quelque chose qui tourne, ça coûte naturellement plus cher qu'une caméra fixe. Mais les deux outils peuvent être complètement complémentaires. Et d'ailleurs, le plan tel qu'il est présenté illustre tout à fait qu'on a recherché de la complémentarité. Typiquement, ce qui se passe dans la grande rue, c'est ça. Alors, après, effectivement, tu as raison de le signaler, Daniel, on a un matériel de qualité.
qui nous permet de faire des zooms dans lesquels on a une image qui n'est pas trop pixelisée et qui permet de lire ou en tous les cas de déchiffrer ou de reconnaître les visages, même sur des distances qui peuvent paraître importantes, qui à l'œil nu en tous les cas ne permettent pas de régler. Philippe. Et pour bien rappeler, pour éviter tout malentendu, on est sur de la vidéo protection et non pas la vidéosurveillance. On n'a personne derrière les caméras, tu vas regarder, tu vas boire un coup, tu vas pas boire un coup, tu vas ici ou tu vas ailleurs. D'accord ? Les images sont regardées et réquisitionnées par les services de police quand sont dans le cadre d'une enquête judiciaire et c'est très réglementé. Merci de toutes ces précisions. D'autres questions ou remarques? Je propose donc que nous mettions en voix. Il s'agit là d'une demande de subvention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Vous ne voulez pas qu'on demande de l'argent, donc très bien. Pardon? Vous avez dit que ce n'était pas un problème de finance, mais de sécurité. Oui, mais le rapport, c'est quand même une demande de subvention. Soit, 3 abstentions que nous avons notées. Je vous remercie. On en revient sur un sujet évoqué la dernière fois au Conseil du mois de septembre, qui est la convention qui nous lie au projet Éternel Crapule, que nous avons adapté sur la base de nos échanges du dernier conseil municipal et d'attentes qui se sont fait jour au fil des semaines écoulées pour proposer un avenant. Je m'y étais engagé d'ailleurs lors de notre dernier conseil municipal. Il est diffusé, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des détails. Je voulais simplement vous dire que le projet se poursuit, qu'à 18h ou 17h, il y avait 53 contributeurs et la somme de 13 150 € était réunie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très loin de la moitié de l'objectif et qu'il nous reste 40 jours, alors bientôt 39 dans quelques heures, pour atteindre les objectifs, et c'est-à-dire le premier palier fixé à 37 000 €. Il y a un événement ce soir auquel nous étions quelques-uns en préambule du conseil municipal autour de quelques agapes pour rassembler encore des financements complémentaires et vulgariser ce projet qui est un beau projet. Voilà. S'agissant de la convention, et plus particulièrement de l'avenant à la convention, est-ce qu'il y a des remarques que vous souhaitez formuler ou des éclairages qui seraient nécessaires? Philippe. Et quelques questions, Fabrice. Dans la convention, je ne vois pas figurer le prêt de matériel de la commune. Par exemple, on avait dit qu'au niveau de Nacelle ou autre, on pouvait prêter, non pas facturer du matériel. Peut-être serait-il utile de le voir figurer. Deuxième point, dans le comité de pilotage. Je vois que dans ce comité de pilotage, il y a l'ensemble du bureau d'Activalet, mais je ne vois pas figurer quiconque de la commission urbanisme, par exemple. Le troisième point, c'est quelle garantie d'achèvement des travaux? On démarre les travaux, mettons, à 100 000 €, mais derrière, je ne vois pas, enfin, ou dedans la convention, je ne vois pas stipulé qu'advient-il si toutefois le montant est rassemblé, mais il y a une faille dans l'achèvement des œuvres. Et puis la quatrième question qui est un peu différente, c'est est-ce que les donateurs sont éligibles à une déduction au niveau de leur imposition? Alors on va commencer par la fin parce que c'est le plus facile, parce que j'ai eu la réponse tout à l'heure, parce qu'un contributeur a posé la question. Oui, il y a possibilité de déduction fiscale dans le cadre des dons qui sont faits. S'agissant de la question du matériel. Alors, on n'a pas stipulé parce que en réalité, il y a un certain nombre de matériels qui pourraient être rendus nécessaires, qui ne sont pas dans nos effectifs de matériel, quoi.
peut avoir la crainte d'une portée trop générique, alors que, comme tu l'as vu, dans la décomposition financière, je crois que c'est stipulé, achat et location de matériel, voilà, ça s'inscrit là. Donc après, on pourra, évidemment, l'objectif c'est que les choses puissent se faire, donc c'est l'accompagner au maximum, mais par exemple sur les aspects de nacelle, ce qui a été regardé, c'est qu'aujourd'hui, d'abord ils font beaucoup de choses sur corde, premièrement, et deuxièmement, là où la corde ne peut satisfaire, en réalité, la nacelle que nous avons dans notre matériel ne convient pas. On a un problème de hauteur. Donc voilà, on avait un peu de mal à répondre avec notre matériel. S'agissant de la représentation au sein du comité, je pensais que nous l'avions dit. Ni des travaux ou de l'urbain, mais sans augmenter les effectifs. Mais je pense que ça touche quand même quelque part un petit peu l'urbanisme. Alors les lieux en charge du patrimoine, en représentant les services techniques, bon, de toute façon, on avait dit la dernière fois que les projets seraient vus par la commission d'Urba. Donc je pense qu'on répond dans ce cadre-là, hein, puisque voilà, après on peut bien rajouter l'adjoint à l'urbanisme dans le comité de pilotage. Moi, ça me pose pas de difficulté, hein, on peut le dire, on peut dire l'adjoint à l'urbanisme ou son représentant. Voilà. Rajoutons. Je dis ça, c'est parce qu'il y a l'ensemble du bureau d'Activalet. Alors je trouve que ça fait déjà beaucoup, quoi. Oui, le bureau, il n'est pas très important, hein. Pour les voir tous les mois, on n'a pas besoin d'une grande salle, hein. Donc on rajoute effectivement cet élément-là. Et puis, tu évoquais le délai de réalisation. Fabrice, c'est pas le délai, parfait c'est... achèvement. Mais ça, il n'y a rien en l'état, oui, effectivement. Les délais d'exécution restent ceux de la convention initiale. Et les délais d'exécution... Alors, il y avait un point qui était... Pourquoi il doit y avoir un point, parce que c'est marqué les délais d'exécution, que la convention reste inchangée. Oui, mais en fait c'est pas très clair, parce qu'on dit qu'en cas d'inexécution d'une obligation, alors, en fait, à partir du moment où on engage, ils ont obligation de réalisation. C'est de facto, puisque c'est la convention. Donc, en cas d'inexécution, c'est une forme de non-respect de la convention qui conduit à une mise en demeure et une réalisation de plein droit qui intervient au bénéfice de la partie lésée. Alors, effectivement, c'est peut-être pas très clair par rapport à ce que tu évoques, mais les choses, elles sont dites de ce côté-là. Ça pourrait être plus précis, je te l'accorde. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous aviez vus? Pas spécialement. Bon, on intègre donc ce qu'on vient d'évoquer de manière complémentaire. Oui, Philippe, oui. Alors, pareil, au niveau des dépenses prévisionnelles, 70 000, 100 000 et autres. Oui. À chaque fois, dans la convention, si tu veux, est repris réalisation de 9 façades. Donc, dans la correction, mettons que c'est 9 façades pour 37 000, mais à 70 000, c'est pas 9 façades, et à 100 000, c'est pas 9 façades non plus. On la vote tel quel, on aura voté que c'est que 9 façades. Ça renvoie au titre 3e, où tu as 37 000, effectivement, 1000 m², 9 artistes. Ensuite, 1515, et plus de 2000 avec 20. Je le vois dans le tableau, Fabrice. Ici, si on prend les tableaux, on a réalisation de 9 façades, dans le tableau, juste sur la page précédente. Alors, il faut qu'on reprenne dans le tableau pour adapter en fonction du titre 3. Un tillage dit juste, accordons la page de droite et la page de gauche. C'est juste. OK. Bien, ces modifications étant prises en compte, est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous souhaitez formuler? Je mets donc le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Philippe Mosca pour le déneigement. Il faut commencer à y penser. Du coteau de Champoulet dans le cadre d'un partenariat avec d'autres collectivités.
Bien. Donc la commune de Moutier fait procéder au déneigement de ses voies communales et parkings, à l'exception du coteau de Champoulet, par des entreprises attributaires d'un marché lancé par la mairie de Moutier. Pour le coteau de Champoulet, le marché est passé par la commune de Salins-Fontaine dans le cadre d'un groupement de commandes avec la commune de Moutier, la CCCT pour la déchetterie et le SIAS pour le parking du foyer. Cette exception est justifiée par la particularité de la desserte de ce quartier. Cela permet de limiter le transfert des engins, donc de diminuer le coût pour chacun. Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention quadripartite de groupement de commandes afin de lancer le marché prévu pour 4 années. Il convient également de désigner un élu comme membre au sein de la commission d'attribution du marché à procédure adaptée. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de groupement de commandes liant les communes de Salins-Fontaine, Moutier, le SIAS et la CCCT pour le marché de déneigement. Merci. Merci, rien de nouveau, hein, on est dans des reconductions de dispositifs antérieurs. Est-ce qu'il y a malgré tout des questions ou des remarques? Pas spécialement. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Philippe Mosca, pour le lancement d'une consultation de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle des fêtes. Donc, Monsieur le maire rappelle que la salle des fêtes de Moutier, qui était construite dans le même ensemble immobilier que la mairie de Moutier en 1935, de style art déco, cet ensemble n'a été que peu remanié depuis. La salle des fêtes souffre particulièrement d'une absence de reconfiguration aux besoins actuels. Si les normes de sécurité des établissements recevant du public, les ERP, sont respectées, l'accessibilité est rendue très compliquée et surtout la disposition des salles, le chauffage, l'éclairage et l'adaptation aux différentes pratiques la rendent de moins en moins fonctionnelle. Le constat a été fait d'une sous-utilisation des locaux par rapport au potentiel d'un équipement central en cœur de ville et au regard des nombreuses demandes effectuées, que ce soit pour des manifestations culturelles, familiales ou les pratiques associatives. Sans compter le besoin de salles à vocation professionnelle ou administrative, séminaires, réunions, etc. Dès lors, les besoins internes à Moutier trouvent souvent réponse à l'extérieur de la ville et l'équipement n'attire quasiment aucun public extérieur. L'objectif est donc double, offrir un équipement aux Moutiérains qui réponde aux attentes de la population, des associations locales, des entreprises et des services de la ville, rendre l'attractivité à l'équipement pour en faire, donc c'est en à la place d'un faire, en faire un atout de Moutier. Une esquisse réalisée donne une estimation de travaux de 1,2 million d'euros. Les éléments de mission du marché sont les études avant-projet sommaire, APS, les études avant-projet détaillées, APD, le dossier de permis de construire et autres autorisations administratives, les études de projet, PRO, l'assistance pour la passation des contrats de travaux, ACT, les études d'exécution, EXE, la direction de l'exécution du travaux, DET, le pilotage et la coordination des travaux, OPC, l'assistance aux opérations de réception, AOR. Le montant total de la mission de maîtrise d'œuvre peut être estimé à 150 000 euros, auxquels s'ajouteront les études complémentaires portant le montant total de l'opération à 1 350 000 euros. Les travaux sur ces équipements pourront bénéficier de subventions au titre 1 de l'État et notamment du Fonds de soutien à l'investissement local, le FSIL, dans le cadre de la convention de revitalisation du bourg-centre de Moutier, 2 du département dans le cadre du Fonds départemental d'équipement des communes, le FDEC, et 3 de la région au titre du contrat bourg-centre, permettant de réduire la part d'autofinancement de la ville. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à lancer une consultation sous forme de procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle des fêtes, autorise le maire à signer et mettre en œuvre le marché après proposition de la commission des travaux. Merci. Merci Philippe. Il faut sans doute qu'on rajoute les études structure quand même dans cette affaire, quelque part. On pourra le rajouter. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Daniel. Donc il s'agit de choisir un architecte, si j'ai bien compris. Ça va un peu plus loin qu'un architecte, là, effectivement. Mais... Oui. Et donc, avec la commission de travaux ou la commission d'urbain, il y aura un choix de fait. On peut être intégré dans avec les élus, là, parce que vous mettez exigé par toutes les composantes, parler avec les élus. Oui, en fait, ces dossiers, d'ailleurs ça vaut pour les 3 qui arrivent, c'est des sujets que vous retrouverez, qu'on retrouvera en commission de travaux courant novembre.
Donc je pense que ça répond à ta question, Oui, effectivement. mais pour le choix de... Oui, bien sûr, oui. Oui. Oui, bien sûr. Pour le choix aussi. Mais comme on a plutôt l'habitude de le faire, d'ailleurs. Et la deuxième question, pourquoi ne pas avoir procédé à un concours avec présentation des esquisses par les candidats? Parce qu'on reste quand même sur une échelle qui reste limitée, malgré tout. Et en tous les cas, c'est pas l'orientation qui a été prise. On est déjà aujourd'hui avancé sur le... on part pas de rien. Je veux dire, il y a quand même eu des premières approches qui ont été menées sur l'ambition du projet, les volumétries qu'on souhaite retrouver, la fonctionnalité des espaces à réaménager ou à créer. Aujourd'hui, on y voit suffisamment clair sur cette affaire-là. Donc, ça le motive moins que d'autres projets sur lesquels, effectivement, ça peut être une très bonne option. Philippe, tu veux compléter ? Fabienne dit, dans tous les cas, il faut commencer par l'étape qui nous réunit ce soir. Et les premiers éléments qui seront les éléments fondateurs de ce qui pourra éventuellement permettre de concourir ensuite sur un aménagement. D'autres remarques sur ce dossier ? Daniel, on a fait le tour ? Très bien. Je vais donc mettre le rapport aux voix. Philippe, tu as des compléments à apporter ? Non. Je vais donc mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. On intègre donc bien les aspects de structure, parce qu'effectivement, si on n'a pas de structure, eh ben, on n'a pas non plus de projet. Damien de Segli pour le lancement de la consultation d'études sur la faisabilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage réseau concernant un réseau de chaleur, sujet qui a déjà été évoqué ici, qui a été évoqué aussi en commission de travaux, tant que je me souvienne. Donc on est sur une phase importante de décision qui vient confirmer la volonté qui est la nôtre dans cette direction. Merci Fabrice. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'engager la consultation pour le choix d'un bureau d'études en charge d'une étude préalable au projet de réseau de chaleur, chaufferie biomasse. L'objet de l'étude est triple. 1. La réactualisation de l'étude de faisabilité au vu du contexte actuel et des adaptations au projet initial qui a été initié il n'y a pas longtemps. Le montage juridico-financier devant permettre d'avancer vers une solution adaptée à nos besoins. Et 3. L'assistance à la consultation d'un maître d'œuvre en vue du chantier et à caler dans l'agenda. Le budget prévisionnel de l'étude est de 50 000 € hors taxes, subventionnable à 40% par l'ASDER, ce qui est quand même assez bien. 40%, c'est bien. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le lancement de la consultation et d'autoriser le maire à signer le marché et à exécuter après avis de la commission travaux, bien sûr. Des remarques ou des questions sur cette étape, Jackie ? Oui, comme je l'ai demandé en commission de travaux, s'il y avait une commission spéciale justement pour traiter ce sujet, est-ce que les membres de notre groupe pourraient en faire partie ? Oui, d'ailleurs, nous avons évoqué avec Damien les questions énergétiques d'une manière un peu plus globale, puisque vous verrez qu'on a encore un point derrière qui concerne ces sujets-là. Et il ne faut pas exclure qu'on ait à réunir, on va peut-être pas forcément l'appeler une commission, mais en tous les cas un groupe projet sur les aspects énergétiques, dont j'ai demandé à Damien de suivre le déroulé depuis quelques mois maintenant. Voilà. Pour ceux qui veulent participer au projet, sont les bienvenus, hein. Pas de souci. Vous me le dites et puis voilà. Je vous ferai passer si on se réunit, en tout cas, vous pourrez venir. Aujourd'hui, la référence du dossier, c'est la commission des travaux. Mais quand les choses vont monter un peu en puissance, ça pourra être le groupe projet. Voilà. Daniel. Oui, c'est une demande là, concernant la chaufferie. Les pollutions suivant les énergies seront étudiées, comparer les pollutions par rapport à chaque énergie possible. Et l'autre question, c'est concernant les pertes de calories, vu la longueur des réseaux. Faudra peut-être, c'est l'ASDER qui fera une étude sans doute. Non. Alors, il y a deux choses à dire sur les éléments, et Damien complétera les aspects techniques. Sur les aspects de pollution, d'abord. Évidemment que l'objectif, c'est pas de perdre en qualité de vie, c'est de gagner en qualité de vie.
avec ce projet. Donc les questions de pollution seront regardées de près. Et on a de la chance, c'est qu'on part pas de rien, puisqu'on a quand même quelques communes pas très éloignées, qui nous ont précédés et qui ont déployé les unes et les autres des dispositifs intéressants, y compris s'agissant des rejets dans l'atmosphère. Moi, je vous invite vraiment à aller visiter l'installation d'Ugine, qui est régulièrement ouverte, fête de la science, je sais plus quoi. J'ai vu plusieurs fois dans l'année. On peut la visiter, cette chaufferie d'Ugine. Et je vous invite à aller la voir parce que c'est plutôt celle, Damien, que l'on regarde comme référence par rapport au projet de Moutier. Ouais. Sur les aspects et je te laisserai compléter sur les deux sujets, sur les aspects de perte d'énergie au regard des linéaires de réseau, on a de la chance à Moutier, parce qu'on vit sur un petit périmètre avec beaucoup de bâtiments collectifs et publics, finalement avec de la densité. Donc, à comparer avec d'autres communes, on est plutôt dans un secteur où on perd moins d'énergie d'une manière globale. Après, ce qui peut nous poser des difficultés, c'est quand on a des grands linéaires sans desserte intermédiaire, ça peut moins justifier l'extension du réseau. Mais ça fait partie des choses qui sont à étudier, ou en tous les cas à confirmer avec les études qui vont être menées. Damien. À savoir que c'est quand même une partie technique et que la partie technique sera quand même abordée par la maîtrise d'œuvre, et puis donc on suivra ça de très près. Mais il n'y a pas forcément de perte de calories. Moi j'en ai visité 3 aujourd'hui, des chaufferies biomasse. Je vais même peut-être aller voir celle de Vénissieux, qui est quand même encore un peu plus grosse. On parle jamais de trop perte de calories. Et en termes de pollution, on est bien d'accord qu'on est sur, justement, comme tu l'as bien dit Fabrice, on est plutôt sur un gain de confort, de confort que le contraire, quoi. Puisque l'émission de CO2 va être divisée par 4, 5, 6, 7. Donc on aurait une meilleure qualité de l'air, quoi. Philippe Mosca. Je veux juste rajouter quelque chose, parce que le système, il y a un circuit primaire et un circuit secondaire. C'est comme dans une centrale nucléaire. Donc, je suis peu précis, tu me diras si je me trompe. Il me semble bien que l'eau part à 95 degrés l'hiver et revient, je sais plus, c'est 85 ou 90, quoi. Donc, en fin de compte, il y a des échangeurs à chaque entrée de bâtiment, et donc la circulation, il n'y a quasiment aucune perte de calories. Il me semble qu'on avait projeté, quand on était allé avec Damien, les photos qu'on avait faites à Ugine, et puis celles qu'on avait faites aussi à Lyon, où il y a le desk, c'est un nom très français, ça doit avoir pas s'appeler ça le desk. Enfin bref, c'est un endroit où il y a tout un tas de consultants, assistants commerciaux, je ne sais pas exactement quel est leur nom, mais qui travaillent sur des contrats de performance avec les mairies, les communes, les comités de communes, etc. Enfin, tous les groupements qu'on peut imaginer. Et dont leur objectif, eux, c'est justement de gagner de l'argent, forcément, mais aussi de réguler un petit peu l'énergie qui est dépensée à tort. Parce qu'on est tous pareils, nous, quand il fait beau en ce moment, bien, il y en a certains qui ont mis le chauffage et on ne bouge pas. Eux, ils ont la possibilité de réguler à distance si on leur donne la main. Je pense par exemple à tous les bâtiments publics, les écoles, etc., qui nécessiteraient pas d'être totalement arrêtés pendant les périodes hivernales, mais d'être baissés, et le week-end aussi, de sorte de mieux réguler et d'avoir une meilleure consommation d'énergie. Donc ça, c'est très important. Et puis les photos qu'on a montrées aussi, quand on regardait l'isolation qui est faite et quand c'est mis sous le sol, donc il n'y a absolument aucun souci de perte d'énergie, quoi. Merci. Daniel, et encore une dernière question. Les bâtiments qui ne seront pas bien isolés, là, ils le seront avant l'installation du réseau C'est faire offense à tous les travaux qu'on mène depuis 2014 sur l'isolation des bâtiments, parce que qu'il s'agisse de nos bâtiments de la collectivité, où il y a eu du calorifugage dès 2014, Damien, ou qu'il s'agisse des bâtiments du bailleur social, à l'image du prêt de foire cette année, où il y a eu des efforts très importants qui ont été mis en œuvre, et on ne compte pas s'en arrêter là, puisque entre l'OPH et le PLH, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils, en tous les cas on en a plus qu'on n'en a jamais eu, qui permettent de mener ces différentes actions. Donc oui, tu as raison, avant de vouloir chauffer, il faut commencer par isoler, parce que l'énergie qu'on balance dans la nature, peut-être qu'elle contribue au réchauffement climatique, mais en tous les cas, elle ne participe pas de notre qualité de vie.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet? Pas spécialement. Je vous propose donc que nous passions aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et point numéro 9, Damien, pour le lancement d'une étude justement de contrat de performance énergétique. Oui, donc il s'agit de mettre en place un contrat d'exploitation permettant la mise en place au 1er janvier 2018 d'un contrat de performance énergétique. Le prestataire actuel de maintenance des chaufferies de la ville a été missionné en 2017 pour la fourniture et la pose de compteurs sur 6 sites de référence qui sont déjà installés depuis le mois de septembre, ainsi que la relève mensuelle des consommations et des températures intérieures de chacun de nos sites, afin de bien calibrer les conditions du marché à intervenir. Grâce à ces compteurs, il sera possible de visualiser les profils énergétiques des 6 bâtiments et donc de préparer au mieux le contrat d'exploitation, de fourniture et de gestion de l'énergie, qui sera sur un contrat type P1, P2, P3. C'est un peu technique, mais bon, certaines personnes le connaissent, je sais pas. Dans cet objectif, un bureau d'études a été missionné, la société SF2E, pour établir les diagnostics et cahiers des charges de l'étude. En outre, la gestion du P1 et des consommations permettra de calibrer et de définir les besoins réels en énergie des différents bâtiments. Il sera possible de travailler sur les températures intérieures, sur les rythmes de fonctionnement, détecter les dérives, vraiment analyser le fonctionnement des bâtiments. À travers l'analyse du P1 et la gestion du P3, il sera possible de déterminer avec précision l'état des installations, les pistes d'amélioration, et à Moutier il y en a plusieurs, et d'économie d'énergie, sachant l'objectif dans 3 ans du réseau urbain est d'avoir un suivi, un accompagnement et des préconisations techniques d'un prestataire sur l'ensemble du périmètre du futur réseau urbain. Enfin, notre collectivité possédera une excellente vision de son patrimoine et de ses besoins d'énergie, ce qui nous permettra de définir au plus juste notre projet de réseau. Ce contrat de performance énergétique d'une durée de 3 ans permettra de préparer pour les installations municipales le passage dans le nouveau système de réseau de chaleur qui s'en suivra. Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise le maire à lancer une consultation sous forme de procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de prestation de services visant la mise en place d'un contrat de performance énergétique à compter de janvier 2018. Autorise le maire à signer et mettre en œuvre le marché après proposition de la commission des travaux. Merci Damien. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions sur ce sujet qui nous permet de nous améliorer, comme son nom l'indique d'ailleurs? Pas spécialement. C'est que tout est clair, très bien. Je propose donc qu'on le mette aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Eh bien, la planète vous remercie parce qu'il y a 2 avancées importantes avec les 2 délibérations que nous venons de passer. Et Je vais juste faire un petit point, c'est que... je voulais juste faire un petit point parce que ce contrat est quand même très important au sujet juste de la mairie. Par exemple, pour la chaufferie de la mairie, vous savez très bien que la chaufferie de la mairie est en très mauvais état. Et c'est un contrat qui va nous permettre justement en attendant le réseau urbain, peut-être pas faire des gros investissements, mais en tout cas d'améliorer notamment les conditions des chaufferies et de certaines chaufferies dans Moutier, quoi. merci de cette précision. Philippe, oui. Je me permets. Pendant qu'on est sur l'énergie, au niveau du diagnostic sur l'éclairage public qui est diligenté au niveau de la communauté de communes, est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur l'éclairage public? Je peux en donner. On a des informations. Il y a le diagnostic qui va être présenté en commission de travaux, un diagnostic qui va être présenté d'ici 1 mois, je pense, auquel on peut avoir des subventions. Donc le diagnostic fait pas. En fait, on va présenter tous les travaux qui sont à faire, les investissements qui sont à faire dans Moutier, et ensuite on va avec ça, on va faire un cahier, on va faire un calendrier, et grâce à ça, on va pouvoir demander des subventions. Alors, en plus, il y a des subventions à une hauteur quand même assez pas négligeable. Et je pense qu'on avancera sur l'éclairage public, parce qu'il y a besoin d'avancer aussi en ce terme-là. Voilà. Mais tout ça est dans les tuyaux, quoi. Tout ça est dans les tuyaux avec quand même une petite inquiétude que je vous partage. Je l'ai dit d'ailleurs au congrès de l'ANEM hier, c'est que l'Agence nationale de paiement qui doit verser les fonds TEPCV vient de se rendre compte qu'ils avaient un déficit de 350 millions d'euros millions d'euros, oui, entre le dépensé et la capacité à financer.
Donc, le ministère a donné consigne au préfet de faire des économies dans les contrats. Or, les contrats sont signés. Donc, une grande prudence. Les chantiers en cours, ils sont en cours. Ma foi, on va les dérouler. Sur les chantiers non commencés, lorsque l'aide TEPCV était le déclencheur et permettait d'atteindre un équilibre qui a été longtemps recherché dans les dossiers, il faut qu'on se mette vraiment en grande prudence parce que nous risquons de se voir privés des financements qui étaient attendus et promis. Donc voilà, la parole de l'État devient de plus en plus incertaine. Voilà. Et puisque je parle de la parole de l'État et de l'État d'une manière générale, simplement un mot pour vous dire que dans le prolongement du séminaire du 28 septembre sur les finances, les choses ont vraiment avancé. Alors avancé, ça ne veut pas dire que le FPIC n'existera plus ou qu'il sera complètement remodifié, mais en tous les cas, et je voudrais rendre aussi hommage au travail de Dominique Assier sur le sujet, parce que le travail qui a été réalisé le 28 a permis de conduire à des propositions qui sont aujourd'hui portées par voie d'amendement au projet de loi de finances, sur la deuxième partie du projet de loi de finances, et que l'ANEM va se faire écho aussi des propositions qui sont les nôtres dans la deuxième lecture de ce projet de loi de finances. Donc on a aujourd'hui franchi un certain nombre d'étapes. J'ai vu hier Jacqueline Gouraud, toujours dans le cadre de l'ANEM, qui est secrétaire d'État placée auprès du ministre de l'Intérieur, avec qui on a évoqué de nouveau ces affaires-là. Et nous sommes reçus, à la demande de Vincent Rolland, au cabinet de Jacqueline Gouraud la semaine prochaine, mercredi, je crois. Donc les agendas sont un peu bousculés. C'est pour ça que notre conseil, qui devait être hier, est aujourd'hui, etc. Parce que on saisit du coup maintenant toutes les opportunités. On a franchi un certain nombre d'étapes. Je vous dis, aujourd'hui, on n'est plus dans un débat local sur ce sujet. Il y a une vraie prise de conscience qui est faite, notamment Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans une moindre mesure, je dirais Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, sur la question de la montagne. Après, sur la question des finances des collectivités, c'est pas spécifique de la montagne, et on voit que même dans l'Eure, par exemple, dans l'Eure, il y a du dégât. Donc voilà. En tous les cas, le sujet, il a sans doute jamais été aussi d'actualité qu'il ne peut l'être aujourd'hui, avec des relais qui sont sans doute encore pas complètement terminés. Tu veux compléter ? Oui, juste dire que là maintenant il y a des échéances. Alors Fabrice en a un peu parlé. Il y a le PLF, le projet de loi de finances là qui a été déposé, qui est discuté et pour lequel on fait œuvre de harcèlement, si j'ose dire, auprès du ministre du Budget. Qu'il y a le salon des maires qui arrive et qui risque là aussi d'être très animé du point de vue des communes de montagne, parce qu'aujourd'hui la situation est intenable, de l'aveu même d'ailleurs de beaucoup de parlementaires, y compris de la majorité actuelle, qui considèrent que voilà, c'est plus tenable. Le système est devenu fou et immaîtrisable. Alors, à contrario, effectivement, ceux qui subissent les baisses de dotation et qui bénéficient du fonds de péréquation s'émeuvent que ce fonds de péréquation n'ait pas été augmenté. Voilà. Et ça, on en a entendu, notamment Valérie Rabault, la rapporteuse, l'ex-rapporteuse du budget, qui est une députée socialiste, qui, à la tribune de l'Assemblée, je l'ai entendu dire, voilà, pourquoi on n'est pas monté à 1,2 milliard comme c'était prévu initialement, pardon. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu qui est très 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 difficile. C'est pas un jeu d'ailleurs, mais ça y ressemble, en tout cas. Et c'est un combat qu'il faut absolument mener, quoi, parce que les propositions qui sont faites et qui sont sorties à l'issue du séminaire, c'est des propositions qui sont vraiment sérieuses. Et en tout cas, aujourd'hui, elles sont prises au sérieux parce que c'est pas que... Enfin, on a usage d'hurler, de se plaindre, de dire que c'est scandaleux la manière dont on est traité. Bon, ok, mais ça, si j'ose dire, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça fait prendre conscience qu'on est en difficulté, certes, mais comment est-ce qu'on en sort ? Et le choix et le parti qui a été fait,
ça a été de parler le langage de Bercy. Parler le langage de Bercy, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les modes de calcul, vraiment rentrer dans la technique financière de Bercy et leur renvoyer ces propositions-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, parce qu'on a une dizaine de propositions qui vont dans le sens, qui vont dans notre sens, vous l'imaginez, et on verra comment elles seront examinées par l'Assemblée. En tout cas, moi, je rends hommage à nos parlementaires qui nous ont parfaitement entendus, message reçu 5 sur 5, et qui relaient inlassablement cette parole-là qui a été prononcée par tous les élus de la montagne au moment de notre séminaire. Voilà. Très bien. Écoutez, nous en arrivons au terme de notre... Daniel, oui. C'est une question diverse, ça. En commission des travaux, là, on a vu qu'il y avait le parking privé de la maison du garde-barrière, là. Parking privé qui est public, en fait, oui. Qui est privé-public, oui. Donc, il sera réservé uniquement pour personnel du Pôle emploi. Et donc, on est surpris un peu parce qu'en fait, c'est décidé parce qu'on a les préfats qui sont arrivés là déjà. Donc, ça n'a pas été vu en conseil municipal. Et d'autre part, au niveau de l'espace qu'il y avait avant, il y avait bien du personnel. Donc, il passe à 27. Avant, je ne sais pas combien il y avait, 15, 20, je ne sais pas trop. En fait, on est dans une forme de logique, à plusieurs niveaux d'ailleurs, si tu veux bien éteindre ton micro. On est dans une forme de logique à tous les niveaux de ta question. Le premier niveau de logique, c'est que quand on lance des travaux comme ça passe pas au conseil municipal, ça passe en commission des travaux, et une commission des travaux a été réunie avant que le chantier ne démarre. Donc moi, j'ai pas d'émotion à ce qu'il y ait aujourd'hui des... Oui, d'accord, mais qu'il y ait des choses qui soient livrées. Je veux dire, un dépôt, c'est pas gênant. On est propriétaire d'un terrain qu'on a acheté à la SNCF. On peut bien y déposer des préfabriqués si on veut. Donc, on a déposé des préfabriqués, mais la commande n'a pas été passée. Et je le sais, puisque je l'ai signée. Elle n'a pas été passée tant que la commission des travaux n'était pas tenue. Donc, là-dessus, j'ai pas d'émotion et on est dans une forme de logique. S'agissant de la réalisation des stationnements, on est aussi dans une forme de logique parce que on a plaidé pour qu'il y ait un équipement nouveau qui s'installe. Et excusez-moi du peu, mais enfin, on fait quand même un pôle emploi de plein exercice à Moutier. Bon, je veux dire, on vient souvent me raconter que tout fout le camp de Moutier pour aller s'installer ailleurs. Je voudrais quand même vous rappeler qu'on ferme une antenne à Bourg-Saint-Maurice et on ouvre un plein emploi, un pôle emploi de plein exercice à Moutier et on prend quelques effectifs à Albertville au passage. Pour une fois, moi je dis, il faut quand même faire cocorico. Bon. Et il faut, du coup, évidemment, quand on veut des équipements sur son territoire, il faut accepter qu'il y ait quelques aménagements qui soient associés. Et le parking, c'était un des éléments qui était dans la discussion. Et d'ailleurs, je suis assez étonné que ce soit votre groupe qui pose cette question, quand bien même, malheureusement, il n'est pas là, mais le représentant de votre groupe contribue à une procédure contre la commune où, soi-disant, il n'y a pas assez de places de stationnement et on ne pourrait pas faire le café Trois-Vallées. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'est jamais qu'à 150 mètres, et donc le contexte doit être totalement différent du côté du parvis de la gare que du côté de Pôle emploi. En tous les cas, moi je ne regrette absolument pas cette affaire, d'autant que économiquement, elle n'est pas mauvaise pour la collectivité. Puisque nous réalisons des travaux, bien évidemment, et nous louons les places selon une convention qui intervient entre la SCIPE, qui est portée par Jackie Perronneau, et la collectivité. Et donc, ils nous louent chaque mois les places, ce qui va financer les travaux avant que nous ayons une rente de long terme, parce qu'on n'a pas l'intention de fermer le Pôle emploi au bout d'un an. Et je crois que vous pouvez me croire sur parole, compte tenu des travaux que vous avez vus, constatés, et qui ont été d'ailleurs réalisés, bien réalisés. Et je trouve que l'esthétique du secteur a considérablement évolué. La coopérative, il y a maintenant quelques années, les façades des cimes remises en peinture cet été, le pré de foire dont on me dit du bien de partout, donc il faut croire que c'est quand même pas si mal. Et puis ce Pôle emploi, je rappelle qu'on a
encore une évolution, Aïcha, qui va se faire autour de la crèche, qui va rejoindre l'école des Salines. Donc, Daniel, j'entends la question qui est la tienne, mais je trouve qu'elle est mal à propos, compte tenu de ce que votre groupe a pu dire par ailleurs, et de l'intérêt tout particulier de ce projet, au regard de l'activité nouvelle qui sera mise en œuvre. Je rappelle quand même que Moutier, c'est un peu plus de 10% de taux de chômage. Qu'on installe un pôle emploi à Moutier, c'est pas complètement imbécile non plus. Voilà, donc tout ça contribue, je pense, j'en ai la conviction, tout ça contribue pleinement du projet sur lequel nous nous étions engagés. On ne se départit pas des 3 dimensions dans lesquelles il faut que nous travaillions: l'économie et l'emploi, le logement, les familles et la petite enfance. Eh bien, nous sommes complètement dans l'axe, parce que on vient proposer de l'emploi, on vient améliorer la condition moyenne, et tout autour, on a amélioré le logement. Donc, je trouve qu'on est pleinement dans l'axe. C'est quand même au détriment des espaces verts, quand même, donc, dont on a besoin à Moutier. Non, mais Daniel, évidemment. Mais ça n'est pas contre. Ça n'est pas contre. Sur les questions de verdissement, de l'aménagement végétal dans la commune, évidemment qu'il y a encore de nombreux efforts à faire. Et je ne vais pas vous dire le contraire. J'intervenais hier pour expliquer tout l'intérêt du SRCE et de la déclinaison locale qu'on en a à Moutier avec l'expérimentation sur la trame verte et bleue. Je ne vais pas vous dire le contraire, je suis un partisan de cette dynamique-là. Mais ça ne peut pas être, à un moment donné, où on vient congestionner le territoire de la collectivité pour faire partout des champs de bananes. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut traiter le végétal partout où nous avons la possibilité de le faire. Quand on a rajouté des grosses jardinières dans la grande rue, alors cette année, le truc a été en mode dégradé puisque les jardinières sont arrivées très tard. Mais l'objectif, c'est bien de mettre du végétal dans ces jardinières. Bon, le Pôle emploi, il a traité des espaces verts. Alors bien sûr, il a coupé le cèdre que tout le monde aimait bien, et moi le premier. Mais je veux dire, dans le cadre d'un aménagement, le cèdre a disparu, et puis ils viennent aujourd'hui traiter des espaces verts, alors que c'est pas des grands arbres, mais en tous les cas, ils viennent traiter de l'espace vert autour. La semaine dernière, on a fait la restitution des jardins partagés à la Chaudane. Et ben voilà encore un exemple de ce que nous pouvons travailler autour du végétal dans la ville. Et d'ailleurs, de surcroît à la Chaudane, où nous avons pris engagement de nous revoir avec les équipes qui étaient présentes pour identifier comment on peut, à certains endroits, couper quelques bosquets qui sont dans les jardinières, et à d'autres endroits, venir apporter des bacs complémentaires, parce que ça fait sens de venir faire ici un coin d'ombre, là un peu de verdure, et puis ici encore un peu de jardin partagé. Donc, il ne faut pas opposer les dynamiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu ici autour de la table qu'il faut que nous arrivions à traiter du végétal dans la ville. Tout le monde est convaincu ici autour de la table. Mais cette volonté de plus de végétal dans la ville ne peut pas se faire, contre certains développements. Alors bien sûr, on peut se dire qu'il ne faut plus faire de parking de surface. Et je suis de cela. Sauf que, quand on a l'engagement d'avoir un opérateur qui vient investir comme il l'a fait là, améliorer l'environnement général comme il l'a fait là, d'ailleurs, au passage, entre la friche de la SNCF et un parking comme on va le réaliser, esthétiquement, alors je suis d'accord, c'est pas du végétal, mais esthétiquement, je pense que notre affaire sera du bonus pour le coup d'œil. Et quand on prend l'engagement que l'équipement se réalise et qu'il y aura du stationnement qui sera associé, eh bien c'est là que ça se passe. Et parallèlement, on parlera dans quelques semaines ou mois du stationnement dans la ville au regard de la loi sur la dépénalisation, etc., etc. Et je plaiderai ici, avec force s'il le faut, pour qu'on puisse faire du parking en structure, parking en silo, parce que il faut le faire.
les quantités de surface, les milliers de mètres carrés de surface de parking que nous avons dans la ville sont évidemment démesurées. Alors bien sûr que ça vient en réponse du nombre de voitures qui s'adressent à notre collectivité, mais n'empêche que nous avons consommé beaucoup de surface, et que ça, c'est un vrai sujet de l'environnement, par contre. Parce qu'on a modifié le régime d'écoulement des eaux, parce qu'on a supprimé du végétal pour pouvoir étaler des voitures, alors qu'en réalité, c'est plus coûteux, mais alors qu'en réalité, le traitement aujourd'hui, dans toutes les villes, qu'elles soient moyennes ou de grande taille, le traitement du stationnement, de surcroît quand on est sur un périmètre disponible qui est limité, eh bien le stationnement, il se fait en structure. Et donc, il faudra que nous venions à cette affaire-là. Mais le parking qu'on réalise avec le projet de Pôle emploi n'est pas antagoniste de tout ce que je viens de vous dire, et je trouve même qu'il vient s'inscrire dans une vraie logique à partir du moment où on sait dans quels engagements nous sommes allés et pourquoi ce parking doit se réaliser. Et même si on ne l'a pas fait pour les questions financières, je rappelle quand même que ça ne sera pas neutre pour la collectivité. Voilà. Bien, je vous propose, Philippe, tu vas avoir le dernier mot, donc je te le laisse, et je conclus juste après toi. Non, je ne veux pas allonger les débats ce soir. Il y a des sujets très importants qui se passent dans le département actuellement avec le très haut débit. Donc sans vouloir allonger les propos, je pense qu'on aura assez rapidement peut-être davantage d'informations que ce que l'on a. Deuxième point. Et puis le deuxième point, il est évoqué l'habitat ce soir. Sur les parkings, je m'inscris totalement dans ce que tu as dit. Sur l'habitat, je ne sais pas quand c'est prévu d'avoir une restitution du bilan du PLH. Mais c'est peut-être... Non, mais le bilan 2017, donc on n'est pas non plus en fin d'année. Mais... Alors, on a eu un point d'étape au PH. Je réponds d'abord sur la deuxième question. On a eu un point d'étape au PH la semaine dernière dans le cadre de la commission logement, tu y étais, et sur le PLH, je crois que c'est plutôt effectivement la perspective de fin d'année qu'on fait un point d'étape. Mais là-dessus, je veux dire, la commission logement de la Comcom se réunit, les documents sont libres d'accès, donc il n'y a pas de difficulté. Sur l'aspect du très haut débit, bon, on va pas refaire l'histoire ce soir, parce que moi je vous en parle avec beaucoup de plaisir et de passion sans doute, mais il faudrait beaucoup de temps pour tout comprendre. Bon, ce qu'il faut en retenir de manière trop simpliste. À l'été 2016, le département de la Savoie a signé une DSP avec Axione, qui est une filiale de Bouygues, etc., pour réaliser son infrastructure de réseau très haut débit, fibre optique, alors comme on l'appelle FTTH, c'est-à-dire que chaque maison est servie, voilà, une desserte à la prise, voilà. Et tout ça avec une organisation dans le département autour de THD 73, très haut débit 73, qui est la structure qui porte l'ensemble pour le département. Et quand je dis pour le département, parce que c'est le département qui a été à l'initiative de la réalisation du réseau. Alors, à l'initiative, par défaut des autres d'ailleurs, mais pas tout seul non plus. C'est-à-dire que le département a sollicité des financements de l'État, dans le cadre d'un fonds qui est dédié, a sollicité des fonds de la région, qui est d'ailleurs très engagé, je dois le dire au passage, en direction du déploiement de la fibre à l'ensemble du territoire, et a sollicité les communautés de communes. S'agissant de Cœur de Tarentaise, c'est 140 000 € par an, un engagement d'1,4 million sur la période, puisque c'est sur une période de 10 ans, et des fonds européens comme le rappel noir. Bien. Tout ça, à l'été 2016, c'est parfait, ça marche. La DSP est signée, Axione se met en route. Et là, très vite, un trublion rentre dans le jeu. Le trublion s'appelle Fibrea. Fibrea est un satellite de Sorea, qu'on connaît tous les élus, puisque c'est cette très belle réussite mauriennaise autour de l'électricité qui a décidé d'avoir une branche autour de la fibre optique. Et aussi curieux que ça puisse paraître, Fibrea menace d'attaquer la DSP sans même avoir
candidater dans le cadre de cette délégation de service public. Donc, comme vous l'imaginez, à l'échelle de projets aussi importants que cela, on parle de 200 et quelques millions d'euros, à l'échelle de sujets aussi importants, des négociations se mettent en œuvre très vite pour trouver les conditions d'un modus vivendi qui conviennent à tous. Bon. Ce qui se fait en dégageant donc une partie de travaux qui peut être réalisée par Fibrea. Mais les relations ne sont jamais au beau fixe entre Axione et Fibrea, entre le département et Fibrea. Beaucoup d'élus mauriennais attachés à Fibrea ont eu d'ailleurs des mots que je trouve assez durs à l'endroit de la collectivité départementale. Et en tous les cas, passionne un débat qui devrait d'abord être un débat technique et un débat où tout le monde est satisfait, parce que globalement, le département a quand même fait le choix, par défaut d'autres initiatives, de venir apporter le très haut débit dans l'ensemble des territoires et au plus près des entreprises et de chacune et chacun des Savoyards. Bon. Malgré tout, il y a tout ce contexte-là. Et ensuite, il y a deux choses qui apparaissent très vite dans le prolongement et qui ont été à leur paroxysme au printemps 2017, à l'été 2017. La première chose, c'est que Fibrea n'a pas respecté les accords sur lesquels ils étaient engagés avec Axione. Et dans leurs accords non respectés, c'est qu'ils ont notamment déroulé de l'infrastructure beaucoup plus que prévu. Et aujourd'hui, on est entre 4 et 500 kilomètres de Fibrea déroulés sur le territoire, sans commande. Ça pose deux problèmes. Ça pose un problème pour la DSP et pour le financement même de l'opération. Pour la DSP, puisque c'est non conforme à ce qui avait été initialement convenu, et pour le financement, parce que lorsque Axione intervient, comme c'est le délégataire, les financements État-Europe arrivent comme convenu. Quand c'est un trublion qui n'est pas le délégataire, mais qui intervient de manière accessoire, les fonds attendus ne tombent pas. Et ce qui veut dire que chaque kilomètre déroulé par Fibrea ne permet pas d'avoir le retour de subvention qui était attendu. Ce qui veut dire que pour le département, l'équation financière, le delta de cette équation financière, c'est quelques millions d'euros au passage. Donc ça, c'est quand même déjà un premier vrai gros problème. Et c'est un autre problème, toujours sur le premier paquet, pour Fibrea, puisqu'en réalité, ils ont déroulé, et en fait, ils ont fait de la cavalerie. Ils ont déroulé sans commande. Et quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas de facture. Voilà, parce qu'il n'y a pas de payeur. Si personne ne commande, personne ne paye. Et donc, Fibrea s'est mis elle-même dans une situation pour le moins difficile, avec un engagement de financement très important, non associé à une recette derrière. Ça, c'est le premier paquet. Le deuxième paquet, c'est que, moi je qualifie pas, je dis juste ce que chacun sait ici, c'est que deux trublions de Fibrea ont visiblement eu des agissements contestables dans la gestion de l'entreprise qui leur était confiée, des mandats dont ils étaient titulaires, en tous les cas, qui, là encore, ont fragilisé l'entreprise. Alors, ils ont depuis été limogés, et visiblement, le président a dit, en tous les cas dans la presse, vous l'avez vu, que des procédures seraient engagées à l'endroit de ces deux indélicats. Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc, si vous voulez, entre le premier paquet et le deuxième paquet, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un Fibrea qui tousse, on a une DSP qui est grippée, on a des travaux qui ne peuvent plus se faire, et on a finalement un département qui dit, mais la DSP est mise à mal. Et donc la DSP est tombée aujourd'hui d'une décision du conseil départemental qui était réuni en session. Voilà. Donc, ça c'est le constat aujourd'hui, boum. Et je dis rien que vous ne puissiez pas savoir, puisque c'était dans la presse. Mais à aujourd'hui, on en est là. Maintenant, le sujet, c'est pas tant de savoir qui a fait quoi, etc.
Le sujet, il n'est pas là. Pour moi, il y a deux sujets aujourd'hui. Il y en a un qui est de portée humaine et locale, et il y en a un qui est de portée départementale. Celui qui est de portée départementale, c'est qu'il faut très vite retrouver les conditions par tous les voies et moyens qui permettront de relancer le chantier de la fibre, parce qu'on en a cruellement besoin de cette fibre. Ça, c'est le sujet départemental. Le sujet humain et local, c'est que Fibrea, c'est aujourd'hui une quinzaine, je crois encore à ce jour, d'experts très engagés, volontaires, au service de la fibre et du fait de fibrer le département, qui risquent de se retrouver en difficulté par défaut de leur entreprise. Et le deuxième sujet, c'est Fibrea qui se retrouve dans une situation, on va dire, complexe, en tous les cas au regard de ses finances, même si elle est adossée à la grosse Sorea. Mais aujourd'hui, jusqu'où Sorea pourra aller sauver Fibrea quand il n'y a plus de fric et qu'il faut payer une quinzaine de salaires tous les mois? Vous voyez bien que ça ne peut pas durer très longtemps. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est pour le moins difficile. Les victimes de tout ça, c'est nous ici, et c'est l'ensemble des Savoyards et des entreprises qui ont décidé de s'installer en Savoie, parce qu'on vient reperdre du temps dans ce chantier crucial. Voilà. Voilà ce que je peux en dire de manière assez synthétique. Merci pour ces précisions. Voilà, je vous propose que nous en restions là pour aujourd'hui. Merci bien. J'ai plus en tête la date de notre prochain conseil municipal, mais on va vous redire ça très vite. Voilà. Plus de foot demain. Oui. Demain. Eric. Demain, 18h. EST. Bord-de-Saône. 6e tour à la Coupe de France. C'est l'endroit où il faut être. 18h. Voilà. Et pour supporter notre équipe et faire en sorte qu'il gagne. Dimanche, fête du cidre. 11h30. 11h30. 11h 11h. Les Cordeliers, 11h. Traditionnel, fête du cidre. Voilà pour les petites annonces dominicales. Bonne soirée, merci.